En dehors de Tezos, non, Tezos, c'est, pour moi, c'est du 100%, donc je suis à 100% sur Tezos. Les mots vont être dans un ordre un petit peu arbitraire, mais le mot fiabilité est quelque part un mot qui est important. Fiabilité, sécurité, on va faire un seul mot avec ces deux-là. L'évolutivité est aussi un mot important. C'est une caractéristique très très forte de Tezos qui fait en sorte que la chaîne n'est pas juste un instant dans le temps, enfin une entité à un instant donné, mais quelque chose qui s'inscrit dans le temps long, qui vise à intégrer le meilleur de la technologie au fur et à mesure qu'elle apparaît par ces mécanismes de gouvernance. Le troisième mot serait lié à la faible consommation énergétique, à la faible empreinte carbone de la blockchain. Alors en fait, moi j'ai été chercheur pendant quelques dizaines d'années dans un institut qui s'appelle l'INRIA en France, qui est relativement connu. Et je travaillais dans le domaine des langages de programmation. J'ai dirigé pendant une dizaine d'années un groupe de recherche qui développait un langage, qui développe encore un langage d'ailleurs à l'INRIA, qui s'appelle OCaml. Et il s'est trouvé que OCaml a été le langage choisi pour l'implémentation de Tezos, et c'est par le biais de ce langage que je suis arrivé dans le monde Tezos. C'est une société de recherche et développement dont la mission essentielle est de contribuer au développement et à l'évolution de la blockchain Tezos. On est aussi impliqué dans des activités de recherche pour préparer un petit peu le futur de la chaîne. Une grande majorité de nos ingénieurs sont titulaires d'un doctorat en informatique. On a aussi un département adoption et support dont la mission est d'aider les acteurs économiques à construire leurs applications sur Tezos. Chez Nomadic Labs, on a essentiellement 3 types d'activités, et elles sont toutes liées à Tezos, simplement elles sont à des échelles de temps et des natures assez différentes. Il y a l'activité naturellement de développement au travers de laquelle on contribue à la mise en place de la chaîne et à son évolution. Donc on travaille par exemple sur des amendements avec d'autres équipes dans le monde. Des amendements sont des évolutions de la chaîne. On a aussi une activité de recherche. On met beaucoup d'efforts sur ces aspects de vérification formelle qui permettent de doter Tezos d'une chaîne d'outils qui viennent assurer que le code que l'on exécute est fiable et ne va pas se retrouver pris ou tomber dans un bug dans le futur. Donc ça, c'est une activité qui est plus liée à la recherche, et on est plutôt sur le temps long. Là, il y a des activités assez immédiates sur le court terme où on développe des outils de vérification formelle de smart contracts, par exemple. Mais on a aussi des partenariats avec l'INRIA, par exemple, avec IMDEA, qui est un institut en Espagne, et avec d'autres équipes dans le monde, pour être en contact avec des équipes de recherche qui développent des projets de recherche donc qui sont pertinents pour Tezos. Donc ça, c'est sur le temps long. Sur le temps court, le développement. Et puis, sur le présent aussi, mais sur un axe plus adoption, on a une équipe adoption support qui a pour objectif naturellement d'aider les acteurs économiques à utiliser Tezos, à y développer des applications. Donc à la fois en les aidant à mettre en place les systèmes qu'ils veulent mettre en place, qu'ils souhaitent mettre en place, et aussi en leur apportant du support technique, bien sûr. Cette activité d'adoption, elle est localisée en gros sur la France, un petit peu au-delà, mais on est sur une zone géographique assez française. Et on a une stratégie que je trouve intéressante, qui consiste à faire en sorte qu'on développe un écosystème, d'accord, donc localement, à Paris, en France en général, un écosystème de sociétés, de services qui sont là qui montent en compétence sur les technologies Tezos pour être capable de répondre aux besoins des clients qui soient des clients finaux, entre guillemets, donc ces acteurs économiques qui souhaitent développer des applications. Oui, j'ai quelques tokens. Oui, donc ça, c'est un très beau projet dont on est très très fiers. Donc c'est un consortium auquel appartient Nomadic Labs et naturellement Société Générale Forge, en réponse, disons, à un appel d'offres qui a été un appel à projet, à proposition qui a été émis par la Banque de France avant l'été. Donc on est très très fiers d'être sur ce projet. C'est des projets d'expérimentation d'outils qu'on appelle des monnaies digitales de banque centrale. Donc c'est des projets qui sont naturellement extrêmement importants. On est très très fiers d'être membre de ce projet. Je pense que ça quelque part montre la qualité à la fois de la technologie Tezos, mais aussi des ingénieurs et chercheurs qui travaillent avec nous. La blockchain Tezos a
trois caractéristiques essentielles qui, lorsqu'elles sont combinées, forment un ensemble un petit peu unique. D'une part, la blockchain utilise des algorithmes de consensus à base de proof of stake et à ce titre énergétiquement beaucoup plus économe qu'une blockchain classique. La deuxième caractéristique essentielle, c'est d'être une blockchain évolutive au travers d'un mécanisme de gouvernance sur la chaîne elle-même qui, par le biais d'injection de modifications du code, qu'on appelle des amendements, sont votés par la communauté et adoptés ou pas, mais en général adoptés, de sorte à faire évoluer la blockchain. Ça, c'est la deuxième caractéristique. Et la troisième, c'est d'utiliser des technologies qui sont pour la plupart issues de la recherche française d'ailleurs, qui permettent au code de la blockchain d'être vérifié formellement et donc d'être certifié exempt de défauts. Donc ça, c'est vrai pour le code de la blockchain, mais c'est vrai aussi pour les smart contracts qui sont des programmes qui sont exécutés par la blockchain, au-dessus de la blockchain, pour représenter les applications de la chaîne. Alors, on est reparti effectivement d'une feuille blanche. Ethereum apporte la notion de smart contract dans le monde de la blockchain, d'accord, donc on ne peut pas lui retirer ça. Ce qu'apporte Tezos en plus, ce sont les caractéristiques justement que j'ai évoquées tout à l'heure, d'être à la fois évolutive, utiliser des technologies de haut niveau qui permettent la vérification formelle, et d'être proof of stake, et donc énergétiquement durable ou viable écologiquement. XTZ, donc le TZ bien sûr, c'est le TZ de Tezos. Hein. TZ, c'est le logo de la chaîne Tezos, c'est justement un caractère TZ qui est un caractère Unicode qui est formé d'un T et d'un Z qui est accolé. Le X de XTZ, il est là juste pour marquer qu'il ne s'agit pas d'une monnaie fiduciaire classique, mais d'une crypto-monnaie en l'occurrence. Il a un usage, il a deux usages en fait. Il y a un usage au niveau de la gouvernance. Ce token représente un droit de vote. Donc je reviens sur le mécanisme de mise à jour du code de la chaîne, de ce qu'on appelle le protocole économique, donc la partie évolutive de la blockchain. Lorsqu'un amendement, donc l'injection d'un nouveau code est proposé, les porteurs de tokens, de Tez, donc de XTZ, l'amendement est soumis à leur vote et ils utilisent le XTZ comme un droit de vote en quelque sorte. Il y a un usage qui est plus classique, hein, comme toute blockchain, il y a des producteurs de blocs, d'accord ? Les blocs contiennent des opérations qui sont validées et on peut être amené quelquefois à choisir entre deux blocs qui sont proposés pour savoir quel est le prochain de la chaîne. Le Tez est représente là aussi un droit de vote pour ce qu'on appelle un baker, donc un producteur de blocs. On peut revenir sur cette terminologie juste après. Donc un producteur de blocs propose un bloc et que ce bloc est validé par des gens qui viennent voter. Et là de nouveau, le token représente un droit de vote pour valider ce bloc. Donc les producteurs de blocs, on appelle ça des bakers. Alors baker, c'est juste boulanger en anglais. Donc ce ne sont pas des mineurs puisque traditionnellement, lorsqu'on utilise le terme de mineur, on fait référence à des mécanismes de proof of work qui sont très gourmands sur le plan énergétique. Tezos utilise un autre concept, proof of stake, qui lui est plus écologiquement plus viable. Et donc le baker, c'est juste le boulanger, et le boulanger, c'est un clin d'œil aux origines françaises de Tezos. On a effectivement des racines françaises parce qu'on a des technologies françaises et Nomadic Labs naturellement est en France. Mais le projet Tezos, c'est un projet global. Il y a des entités, des équipes de développement, des associations, fondations qui animent la communauté un peu partout dans le monde, sur tous les continents. On est connecté à tous ces gens-là et le fait d'être français, c'est une petite fierté bien sûr. Ça n'a pas été un frein, donc pas pour Nomadic et pas pour le projet Tezos. Donc non, il n'y a pas de problème à ce sujet. De mon point de vue, et c'est peut-être parce que c'est quelque part le cœur de l'activité de Nomadic Labs, de mon point de vue, l'usage des technologies de haut niveau, donc le langage de programmation qu'on utilise, les outils de certification qu'on utilise, qui pour certains ont été produits eux aussi à l'INRIA dans la recherche française, l'usage de ces technologies et leur usage pérenne, à mon avis, ça c'est un vrai challenge qui est permanent, parce qu'on produit du code qui est plus sûr, qui est tout aussi efficace que les autres codes, qui peut être un peu plus difficile à appréhender parce qu'il est d'un peu plus haut niveau, donc le style de programmation est différent. Mais l'usage de ces outils qui sont vraiment en pointe, on utilise ce qui se fait de mieux sur ce sujet, et ça c'est vraiment un challenge permanent.
La blockchain en général et la blockchain Tezos en particulier, c'est essentiellement une infrastructure relativement agnostique finalement par rapport aux applications qu'elle porte, et qui se construisent ou qui vont se construire. Le parallèle que j'utilise, c'est un parallèle avec Internet, où il y a une trentaine d'années, Internet était inconnu. Il y a des éléments qui ont fait en sorte que c'est devenu accessible et utilisable. Et c'est construit au-dessus d'Internet une gamme d'applications qu'on ne pouvait pas imaginer quelques années auparavant. Donc là, de mon point de vue, on est un petit peu sur ce mode-là, dans cette séquence-là, où quelque chose se met en place, une infrastructure générique, pervasive, qui va être de plus en plus connectée, de plus en plus large et de plus en plus présente. Naturellement, les premières applications qui se présentent, ce sont des applications financières. Pourquoi ? Parce que la blockchain, c'est de l'échange de valeurs, de droits de propriété ou de droits sur des valeurs, d'accord ? Et assez naturellement, le monde de la finance, de par son agilité et par le fait que, en utilisant des plateformes comme celle-là, il y a des coûts qui deviennent partagés du coup, qui sont naturellement moins importants que les coûts actuels. Le monde de la finance est intéressé par ces applications-là, donc on parle beaucoup de finance décentralisée. C'est une gamme d'applications qui va certainement se développer, qui est un petit peu la première à se mettre en place. Mais les vraies applications au-dessus de la blockchain, elles restent à inventer. D'accord ? Elles vont se créer. Il y a des applications du monde actuel, concret, qui vont se transporter sur la blockchain, mais des nouvelles vont s'installer et on ne sait pas encore lesquelles. Alors oui, je hodl plutôt parce que j'ai pas vraiment le temps de trader. Par rapport à Ethereum, oui, absolument. Donc la gouvernance, j'en ai parlé tout à l'heure, elle permet à la blockchain d'évoluer en faisant en sorte de communiquer avec la communauté des utilisateurs et de les convaincre que telle ou telle évolution de la chaîne est viable. On arrive à faire en sorte, on arrive à éviter de cette façon les forks qui ont été connus par d'autres chaînes. Alors en fait, pour augmenter le volume de transactions, il y a plusieurs moyens. Mais le premier moyen, c'est d'accélérer, d'optimiser les éléments qui constituent la chaîne, la production de blocs, de sorte que plus de transactions par seconde puissent être produites. Et il y a un second moyen, c'est de faire en sorte que ces transactions-là, que la chaîne ne soit utilisée juste pour l'enregistrement des transactions et qu'un certain nombre de choses se passent sur ce qu'on appelle des chaînes auxiliaires, des layer 2, donc des choses de second niveau, où là, naturellement, plus d'efficacité est permise. Pour Tezos, on utilise les deux possibilités. On travaille actuellement sur l'optimisation des paramètres d'exécution. Donc c'est un sujet effectivement qui est intéressant pour nous en ce moment. Il y a naturellement d'autres pistes que l'on pourrait suivre. Le sharding, qui permet de produire des blocs un petit peu en parallèle et de réconcilier les chaînes produites à un moment donné. Et puis ces options de layer 2 sur lesquelles là aussi on a des projets. La décentralisation, c'est un mot qui est utilisé, c'est un des mots-clés du monde de la blockchain. Donc c'est effectivement un concept à la base qui est fondamental, qui est que la blockchain permet l'exécution ou la mise en place de transactions sans qu'il soit nécessaire d'avoir un tiers de confiance. Et c'est cette décentralisation, avec les algorithmes et toute la technologie qui va avec, qui permet de ça. D'accord ? Donc c'est vraiment au cœur du système. Quelque part, ce qui est important, c'est qu'il faut, je pense, dans le monde de la blockchain, et dans le monde Tezos, on réussit ça, je pense, assez bien. Il faut aussi que pour que cette décentralisation elle soit crédible, il faut aussi que les organismes qui développent la chaîne, qui la maintiennent, qui la font vivre, soient eux aussi décentralisés. Il serait dommage d'avoir des algorithmes et des systèmes décentralisés qui soient pilotés et complètement dirigés par une seule entité. D'accord ? Ce serait assez incohérent. Dans la blockchain Tezos, l'organisation de Tezos, c'est une organisation qui est complètement décentralisée. Il y a des équipes, comme j'ai dit tout à l'heure, partout dans le monde, avec naturellement la fondation Tezos qui les finance, mais chaque équipe a son propre plan de travail. Donc on est très très connectés, on discute beaucoup, mais il n'y a pas une autorité qui dirige le projet Tezos. Donc la décentralisation, c'est à deux niveaux, à la fois du point de vue de l'organisation et naturellement de la technologie. Tezos est doté d'un mécanisme de gouvernance on-chain qui permet d'éviter, disons, les palabres sans fin ou les schismes, d'accord, dans la chaîne. Alors ça règle pas tout,
d'accord? Mais il y a un certain nombre de cas qui génèrent au mieux, de l'insatisfaction, au pire des forks et de la duplication d'efforts et de technologies. Un certain nombre de cas qui sont gérés, qui sont évités, disons, par ce mécanisme de gouvernance. Après, voilà, le monde est tel qu'il est. Certaines équipes peuvent décider de jouer seules telle ou telle partition, et ça, on ne pourra jamais l'empêcher. Alors c'est un outil financier intéressant, hein, quelque part dans la gamme d'applications. Donc j'ai dit tout à l'heure que la blockchain, c'est essentiellement une plateforme générique et relativement neutre vis-à-vis des applications qu'elle porte ou qu'elle portera. Les applications financières sont naturellement une cible intéressante pour un certain nombre de raisons sur lesquelles je peux revenir. Et quelque part, le stablecoin, les monnaies digitales de banque centrale, toutes ces applications sont des outils importants pour construire des applications de finance décentralisées et sont intéressantes en soi. De quoi une tribune ?